Bonjour à toutes et tous, ravi de vous accueillir pour ce webinaire dédié au sujet de transition. Aujourd'hui, sur un sujet lié à la trajectoire de décarbonation, j'ai le plaisir de vous accueillir et d'animer ce webinaire. Pour démarrer, voilà, nous accueillons avec nous aujourd'hui deux représentants de R3, notre partenaire, avec Gauthier Vandenbogard qui sera à distance, directeur carbone et climat PME ETI. Bonjour Gauthier. Bonjour Pascal, bonjour à toutes et tous. Et comme de Lassus, également directeur carbone et climat pour la partie grand compte. Oui, bonjour Pascal. Voilà, et je suis donc Pascal Bousquet, responsable de l'animation commerciale pour Crédit Agricole Transition Énergie, la nouvelle filiale du Crédit Agricole dédiée aux transitions. Alors vous êtes nombreux avec nous aujourd'hui, représentants d'entreprises et également collègues du Crédit Agricole, du groupe Crédit Agricole, présents partout en région. Pour démarrer le webinaire, je vous propose de le dérouler autour de 5 points, après une présentation que Com nous fera de R3. Nous allons aller sur les enjeux de décarbonation pour les entreprises avec Gauthier. Ensuite, de regarder les incontournables d'une stratégie carbone et climat. Et enfin, nous aborderons deux cas concrets d'une entreprise dans l'agroalimentaire et puis d'une deuxième dans le secteur du détail avant d'aborder la session de questions-réponses. Alors nous allons consacrer 40 à 45 minutes aux présentations et nous aurons une séquence de questions-réponses donc de 15 minutes. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'outil, vous en avez la possibilité et nous y répondrons à la fin. Pour vous indiquer aussi, tous les inscrits recevront le replay à l'issue du webinaire. Et avant de passer à la session de questions-réponses, je me permettrai de revenir vers vous avec un sondage autour de deux questions. Mais pour démarrer, je vous propose avec Com une présentation de R3, notre partenaire stratégique. Merci beaucoup Pascal. Donc R3, on est une société de solutions pour la transition environnementale des organisations et particulièrement des entreprises, avec ce but de relier l'économie à l'écologie, c'est-à-dire de viser à la fois la pérennité de l'entreprise et sa durabilité. Et pour ça, on développe 3 expertises clés qui sont affichées ici. Donc d'une part la RSE, c'est-à-dire tout ce qui va être stratégie d'engagement de l'entreprise sur les sujets sociaux et environnementaux, et aussi tous les sujets de reporting de durabilité qui ont beaucoup fait l'actualité ces derniers temps. Également une expertise sur la décarbonation, et c'est évidemment de ça dont on va parler aujourd'hui. Décarbonation sur les sujets de réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi d'adaptation au changement climatique. Et enfin une 3e expertise de performance énergétique qui vise tout particulièrement à rendre pragmatique et concrète la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la réduction des impacts environnementaux sur les sujets énergétiques avec des équipes techniques dédiées. Au-delà de ces 3 expertises conseils, on a ce qu'on appelle nos leviers d'accélération qui nous permettent de vraiment mettre en œuvre de manière opérationnelle ces transformations dans les entreprises. D'une part, ça va être des solutions de financement en partenariat, par exemple avec le Crédit Agricole, pour pouvoir aider les entreprises à surmonter ce mur du financement de la transition. C'est évidemment un gros sujet. Une fois qu'on sait où est-ce qu'on veut aller, une fois qu'on sait comment est-ce qu'on veut y aller, l'enjeu c'est de pouvoir développer des moyens de financement, des moyens d'investissement. C'est des investissements qui sont souvent rentables sur le temps long, mais il faut pouvoir mettre la main à la poche au démarrage. Et là-dessus, on a des équipes spécialistes en ingénierie financière pour aider à ces premiers investissements. Également, on a des solutions de plateformes digitales qui permettent de piloter dans le temps tous ces éléments liés à la RSE, à la décarbonation et à la performance énergétique des entreprises. On travaille avec des entreprises de toute taille, aussi bien des grands comptes, et donc c'est plutôt mon côté de l'équation, et Gauthier, qui est présent, travaille plutôt avec des TPE, PME. Pour nous, c'est très important d'embarquer tout l'écosystème des entreprises, et chacune avec des approches qui conviennent à sa maturité, à sa taille et à ses moyens. Vous avez ici quelques exemples de nos clients dans de très nombreux secteurs, avec principalement des grandes entreprises qui sont représentées, mais donc on a un nombre encore plus important de TPE, PME et petites ETI dans tous ces secteurs également.
Je vais passer assez vite sur les chiffres, mais pour nous, c'est important chez R3 de mettre en avant quelques chiffres, puisque ce dont on veut vous parler aujourd'hui, c'est du concret. Donc, à la fois des chiffres à droite qui parlent de qui nous sommes chez R3 et de notre capacité à vous accompagner de manière pérenne, notamment en partenariat avec Crédit Agricole Transition Énergie, qui est notre actionnaire de référence. Aujourd'hui, nous sommes 140 collaborateurs chez R3, avec 7 agences en France, Paris, Nantes, Lille, Aix, Lyon et très prochainement Bordeaux et Strasbourg. Et les chiffres qui comptent également pour nous, ce sont ceux sur la gauche qui traduisent plutôt notre impact, notre capacité à accompagner nos entreprises sur des réductions de leur consommation d'énergie et de leurs émissions de gaz à effet de serre. Merci. Comme je vais demander à Gauthier du coup de nous présenter les enjeux de la décarbonation, voilà, pour les entreprises, pour introduire le sujet. Merci Gauthier. Très bien, merci Com, merci Pascal. Donc avant de rentrer dans le concret, on va prendre quand même 5 minutes pour reparler des enjeux de la décarbonation pour les entreprises et montrer à quel point c'est un impact pour votre activité économique. Donc la première, les origines du problème. Donc pour rappel, le dérèglement climatique est causé par la hausse des émissions de gaz à effet de serre qui sont induites par la combustion du charbon, du pétrole et du gaz qui ne cesse d'augmenter depuis 150 ans et pour laquelle l'économie est encore fortement dépendante. Le constat qu'on fait, c'est que la température moyenne a augmenté de 1,25 degrés depuis 1850 et on a même dépassé les 1,5 degrés en 2024. Donc vous l'avez peut-être pas ressenti en France, mais 2024, ça reste l'année la plus chaude jamais enregistrée. Et en fait, ce qui peut encore être inquiétant, c'est que chaque année, on bat ces records de température. Concernant la France, on voit qu'il y a de plus en plus d'aléas climatiques chroniques ou extrêmes dont nous devons faire face. La France est un pays qui est très à risque par rapport au climat, notamment au niveau des canicules, des sécheresses ou encore des submersions. Et ça a un impact sur l'activité économique. On a estimé par exemple en 2024 que les coûts climatiques en France sont élevés à plus de 5 milliards d'euros. Donc ces impacts et ces coûts se répercutent de plus en plus sur les entreprises. Ce qu'on constate vis-à-vis du climat et en complément du contexte que nous sommes en train de vivre en ce moment, c'est que ces impacts climatiques, notamment par exemple au niveau du secteur agricole, entraînent de la raréfaction ou de la pénurie de matières premières. Cette raréfaction, cette pénurie de matières premières entraîne de facto une hausse de coût des matières premières qui est directement répercutée sur les entreprises et ensuite sur les consommateurs. Des modifications des coûts et des délais d'approvisionnement dans un monde qui est encore fortement mondialisé, des ruptures d'approvisionnement ou encore lors des événements chroniques ou extrêmes climatiques, des dégradations d'usines et de magasins, ce qu'on a fortement vu en début d'année, notamment en Bretagne, par exemple. Donc ces aléas climatiques peuvent impacter toute la chaîne de valeur de l'entreprise, donc sa chaîne d'approvisionnement, sa production, sa rentabilité, son modèle d'affaires, et donc anticiper le dérèglement climatique et avoir une vraie stratégie dessus, c'est réduire de facto ses impacts et ses risques. C'est d'ailleurs ce qu'on peut voir, notamment auprès de grandes entreprises qui commencent de plus en plus à intégrer ces risques dans leur stratégie. Un exemple concret, près de 90% des entreprises de l'équivalent du CAC 40 britannique ont identifié les risques de transition climatique comme une menace pour leur activité. Donc quand on parle de risques de transition, ce sont tous les risques liés à la réglementation ou encore par exemple au changement de comportement des consommateurs. Et enfin, pour aussi montrer à quel point cela peut avoir un impact financier, les risques climatiques pourraient réduire les bénéfices des entreprises de moins 7% en moyenne d'ici 2035 et jusqu'à moins 13% en 2055, avec aussi notamment certains secteurs qui seraient plus touchés que d'autres. Donc encore une fois, anticiper, réduire ses émissions ou s'adapter au changement climatique, c'est aussi à terme réduire les risques de perte de chiffre d'affaires pour les entreprises. Ces risques, ils continuent de s'accroître et donc pour vous, c'est important de bien les noter. On a notamment pour les entreprises de plus de 500 salariés des risques réglementaires. Donc toute entreprise de plus de 500 salariés est tenue de réaliser un bilan de gaz à effet de serre à minima tous les 4 ans. Donc on a des amendes qui peuvent aller jusqu'à 50 000 euros pour la non-publication des inventaires, des émissions et du plan de transition et jusqu'à 100 000 euros en cas de récidive. C'est des choses qui se pratiquaient pas forcément il y a encore quelques années, mais on a vu depuis 2023 que ces amendes ont commencé à foisonner en France et
la politique de l'État, c'est justement de renforcer ces contrôles et d'augmenter de plus en plus ces amendes pour les entreprises qui jouent pas le jeu. Donc ça, c'est le premier risque, grand risque. Le deuxième, qui est potentiellement le plus important pour vous, c'est les risques business. Concernant les accès au marché public, les critères environnementaux sont obligatoires à partir de 2026 et on commence de plus en plus à les voir. On a des entreprises qui s'engagent fortement avec notamment, par exemple, la mise en place de prix internes du carbone. C'est l'exemple concret de la SNCF qui, par exemple, dans ses appels d'offres, demande dans sa notation finale 20% de la note qui est dédiée à des critères environnementaux et carbone. Et dans les critères financiers, il s'applique une politique de 100 € la tonne d'émissions. Donc, c'est-à-dire que plus une entreprise sera émettrice en gaz à effet de serre, plus sa note finale va être dégradée à la fin pour gagner l'appel à projet. Donc, en gros, la SNCF va de plus en plus privilégier les fournisseurs qui ont entamé une démarche forte de décarbonation. Pour des autres acteurs, comme par exemple Carrefour, c'est également le cas. Ces acteurs-là sont inscrits dans des démarches alignées sur l'accord de Paris avec des trajectoires de limitation des émissions à 1,5 ou en dessous de 2 degrés dans leur stratégie. Et donc, forcément, elles vont impacter toute la chaîne d'approvisionnement et donc ce qu'elles vont demander à leurs fournisseurs. Donc voilà, toutes ces entreprises, notamment les grandes entreprises, mais aussi de plus en plus les ETI, en tout cas, s'engagent dessus et mettent une pression sur leurs fournisseurs pour réduire. On a aussi les risques de transition, donc l'évolution des banques et des financements, avec par exemple une multiplication par 4 des crédits verts octroyés par les banques françaises entre 2020 et 2023. C'est le cas aussi, par exemple, voilà, du Crédit Agricole qui s'engage de plus en plus et qui fait aussi des taux préférentiels pour les entreprises qui réduisent en tout cas ces émissions. Et ça va aussi dans le sens de la politique et des engagements du Crédit Agricole à être aussi en dessous des 2 degrés. La hausse progressive de la taxe carbone, qui est à peu près à 45 € la tonne cette année et qui, selon la loi européenne, est censée être à 2030 à 100 € la tonne. Donc forcément aussi des hausses de coûts d'approvisionnement et des réglementations qu'on peut voir comme celle des véhicules thermiques. Donc voilà, ça, ce sont des risques de transition qui commencent aussi à se faire fortement ressentir. Et enfin, des risques de ressources. Malheureusement, en France, mais aussi globalement en Europe, nous ne sommes pas un pays avec une forte richesse d'énergie, notamment sur les énergies fossiles. Donc, on importe ces énergies. Et voilà, vu le contexte actuel avec, bon, déjà la Russie depuis quelques années, l'Algérie, la Norvège ou surtout plus récemment les États-Unis, forcément, on est à risque par rapport à ça. On voit quand même de manière tendancielle le coût des énergies fossiles a tendance à augmenter, même si on l'a vu ces derniers jours, il y a une forte baisse due aux annonces Trump, mais qui sont plus dues à des anticipations du marché. Il y a une forte volatilité des prix des énergies fossiles qui s'accroît aussi de plus en plus vu ces tensions. Donc, plus on anticipe sa décarbonation, plus on réduit ses risques et plus potentiellement on fait des économies. Là, je vais vous montrer l'exemple que Com va détailler juste après, qui est de Carbomeuble, un client qu'on a accompagné. Donc, on a fait leur bilan carbone et on a pu faire un état des lieux des coûts énergétiques utilisés par Carbopom dans son activité en 2024. Donc, 6 millions d'achats d'énergie, 13 millions d'achats de transport et de coûts de déplacement et 50 millions de coûts d'énergie liés à la production de ces marchandises. Donc, tous ces coûts représentent à peu près 20% du chiffre d'affaires de Carbopom. L'accompagnement d'R3 a essayé de viser justement une transition, une réduction de ses émissions de gaz à effet de serre, mais aussi une réduction de sa vulnérabilité économique au prix du carbone. Donc, on a travaillé avec eux sur de la sobriété énergétique, de la réduction des consommations directes d'énergie fossile, la transition de la chaîne logistique et enfin l'éco-conception à travers la réduction de l'empreinte carbone des produits. Et ça, c'est intéressant de le noter, c'est que pour 2030, on leur a fait une modélisation qu'on a présentée à leur COMEX en montrant une hypothèse de la hausse du coût de l'énergie en 2030 qui serait équivalent au maxima qu'on a atteint en 2022 lors du début de la guerre en Ukraine. Et en fait, ce qu'on a constaté, c'est que le plan de décarbonation a permis de faire des économies d'à peu près 31 millions d'euros et notamment via la réduction des achats de marchandises, grâce à la réduction de ses dépenses énergétiques. Donc ça, c'est intéressant parce que quand on va s'adresser, par exemple, à un COMEX et qu'on parle de CO2,
les COMEX, par moment, forcément, ils ne comprennent pas ce qu'on essaie de se dire. Là, quand on arrive, qu'on dit le plan de transition va vous permettre d'économiser 33 millions à l'horizon 2030, forcément, le message passe mieux. Et ça, c'est des choses qu'on fait de plus en plus pour aussi embarquer un comité de direction sur l'intérêt économique de mettre en place un plan de transition. Dans la réalité, alors là, je parle aussi beaucoup de ma casquette TPE, PME et ETI. Il y a beaucoup d'entreprises qui font un bilan carbone, mais qui n'arrivent pas à aller au-delà et à avoir une vraie stratégie de décarbonation. Ce qu'on remarque, les constats qu'on fait, c'est que premièrement, les entreprises mettent beaucoup d'énergie à faire leur bilan carbone et surtout à le mettre à jour pour plusieurs raisons. Par moment, il y a un manque de structuration de la donnée ou de qualité de la donnée qui fait qu'on refait des bilans carbone et du coup, on oublie aussi un petit peu de travailler sur l'aspect stratégique. Des entreprises qui prennent des engagements de se dire, bon, on va travailler dessus, mais finalement, elles sont prises par la réalité de leur quotidien. Elles n'ont pas de plan d'action qui soit structuré, opérationnel, finançable. Et finalement, quand on les recontacte 1 an ou 2 après, pas grand-chose a évolué. Ou à contrario, on a des actions court terme qui sont définies par l'entreprise, mais qui ne sont pas alignées à la stratégie. Donc, on se retrouve finalement bloqué avec des actions court-termistes qui permettent de réduire de 2, de 3% les émissions de gaz à effet de serre et la vulnérabilité face aux énergies fossiles. Mais si on n'intègre pas une vraie stratégie, finalement, l'entreprise ne peut pas revoir son modèle, ne peut pas créer de la valeur avec un modèle qui soit plus compatible avec une activité durable. Et on se retrouve bloqué et l'entreprise ne sait plus quoi faire. Elle a juste mis en place des petites actions faciles, mais les actions à impact, elle n'arrive pas à le faire parce qu'elle ne peut pas se projeter sur du long terme. Et ça, c'est un vrai sujet, notamment côté PME. Et enfin, encore une fois, ce qu'on constate, un manque de ressources allouées qui complique le passage à l'action. Là encore, j'utilise ma casquette PME-ETI, mais on voit que ces acteurs-là n'ont pas forcément des personnes dédiées à la RSE au carbone dans l'organisation. Donc, c'est des responsables qualité, c'est des responsables marketing, par exemple, qui peuvent prendre cette casquette-là. Et finalement, il y a le tracas du quotidien, notamment aussi encore plus en ce moment. Et finalement, le carbone ou la RSE passe un petit peu en second plan. Et de la même logique, on voit que finalement, ça n'avance pas autant qu'on voudrait. Et ça, c'est ces freins-là qu'on essaie vraiment d'embarquer. Merci Gauthier. Comme va nous présenter les incontournables d'une stratégie climat avant d'aborder les cas concrets tout à l'heure. Ce qu'on appelle ici les incontournables de la stratégie climat, en fait, ce sont justement les piliers qui, pour nous, sont indissociables de la réussite de justement cette construction d'une stratégie climat d'entreprise et qui viennent répondre au sujet, aux freins à la transition ambitieuse que présentait Gauthier. Ces 6 piliers, en fait, ils s'appliquent à une stratégie climat, mais dans le fond, ils s'appliquent à n'importe quelle stratégie, qu'elle soit environnementale ou même qu'elle soit économique. C'est indispensable de pouvoir s'appuyer sur ces différents piliers. Les 3 premiers, c'est ce qu'on va appeler le chemin. Où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on veut aller et qu'est-ce qu'on va trouver en chemin. La situation actuelle, donc, d'abord avoir une vision assez claire de ces flux et de ces impacts. Et là-dessus, comme le disait Gauthier, un sujet qu'on a souvent en entreprise, c'est des entreprises qui pensent connaître leur point de départ parce qu'elles ont déjà réalisé un bilan carbone, mais qui pour autant ont uniquement tiré de ce bilan carbone quelques chiffres en tonnes de CO2 et pas forcément une vision assez complète de la finesse des flux et des impacts physiques dont dépendent leur activité. Et c'est vraiment ça que doit apporter le bilan carbone. Et notamment avec l'exemple de la vulnérabilité économique que montrait Gauthier. Mais de manière générale, le bilan carbone, il doit permettre d'avoir une vision assez fine pour que le plan d'action ensuite puisse être opérationnel, pour qu'on soit en capacité de chiffrer les impacts que peuvent avoir telle ou telle action. Donc la situation actuelle, qu'elle soit suffisamment détaillée et étoffée, c'est évidemment un point important. Et c'est elle qui nous permet ensuite de savoir où est-ce qu'on veut aller. L'étape d'après, ce sont donc tout ce qui va être enjeux, risques et opportunités. Où là, il s'agit de s'ouvrir au-delà de simplement la problématique carbone à nos enjeux business, à nos enjeux également plus transverses, sociaux, environnementaux, pour s'assurer que la feuille de route que l'on va construire, elle ne va pas être décorrélée des autres feuilles de route qu'on peut avoir dans l'entreprise, mais elle va bien s'intégrer dans une vision commune de l'entreprise. Et c'est le dernier point, la vision stratégique, où il est essentiel de s'engager sur une transition avec une vision de long terme. Aujourd'hui, une trajectoire ambitieuse de réduction des émissions de gaz à effet de serre, elle ne peut pas se contenter de petits incréments ça et là dans le business as usual. Il faut avoir une vision claire de où est-ce qu'on veut aller à 2030, à 2035, à 2040 et quelle est la proposition de valeur que l'on veut créer autour de cette transition. Parce que c'est comme ça que la stratégie que vous mettrez en œuvre, elle pourra être valorisée auprès de vos parties prenantes et elle pourra effectivement obtenir les bénéfices qu'on mentionnait précédemment.
Cette première étape, le chemin, c'est parfois ce à quoi s'arrêtent aussi certaines entreprises, c'est-à-dire je suis à un point A, je vois mon point B, j'ai une vision à peu près correcte de ce que je vais croiser sur le chemin. Maintenant, il faut savoir comment est-ce que concrètement, opérationnellement, on va réussir à prendre ce chemin. Et donc, ce sont les 3 autres piliers qu'on appelle ici les moyens. La première étape, c'est un plan d'action opérationnel. Il ne faut pas s'arrêter à uniquement des yaka faucons, une liste au Père Noël de il faut absolument qu'on joue sur nos énergies renouvelables, il faut absolument qu'on joue sur nos déplacements. Une fois qu'on a identifié ces grands leviers, il faut pouvoir rentrer dans le concret, et ça, il y a uniquement les métiers chez vous qui peuvent vous apporter ces éléments-là. On ne peut pas copier-coller une feuille de route d'une entreprise à une autre, même si évidemment il est bon de s'inspirer des bonnes pratiques, mais il faut pouvoir impliquer les équipes dans la construction du plan d'action, parce que finalement, ce sont elles qui vont devoir se retrouver à leur mise en œuvre. Et on y reviendra, mais pour nous, il est essentiel, lorsqu'on a une vision stratégique et qu'on se fixe, par exemple, des objectifs de réduction, moins 30%, moins 25%, de traduire ça concrètement avec quels sont les investissements qui vont être nécessaires pour atteindre ces 25% et quelles sont les étapes concrètes que je vais devoir mettre en œuvre, qui sera responsable à chaque étape et éventuellement quels sont les partenaires dont j'ai besoin de m'entourer pour atteindre ces objectifs. Ça, c'est la partie plan d'action opérationnel. Évidemment, au-delà de ce plan d'action opérationnel, si on reprend la métaphore du chemin, il faut pouvoir avoir un pilote dans la voiture pour pouvoir tracer ce chemin, et les éléments de gouvernance et de suivi sont essentiels. La gouvernance, pour nous, la première chose, c'est qu'à partir du moment où on considère que le climat, le carbone est un élément de la stratégie de l'entreprise, il faut que ça puisse être porté au niveau de la direction de l'entreprise pour être vraiment relié aux enjeux du quotidien et aux enjeux de projection à long terme de l'entreprise. Donc le portage du projet par la direction, il est essentiel, et si possible, le plus tôt possible. Souvent, la direction intervient trop tard, et donc elle n'est pas forcément suffisamment acculturée, mise au fait de l'évolution, par exemple du bilan carbone, des éléments qu'on construit au fur et à mesure, et elle se retrouve mise devant un fait accompli de proposition de plan de transition, alors qu'évidemment, elle doit être motrice dès le démarrage sur la vision qu'on veut poser. Et le sujet du suivi, qui doit se faire avec des outils dédiés pour pouvoir suivre les indicateurs de performance et finalement joindre les indicateurs de performance environnementale aux indicateurs de performance financière. Pour nous, le but, c'est que chaque directeur de pôle, chaque responsable de périmètre ou d'activité doit pouvoir avoir dans son panel d'indicateurs aussi bien ces sujets de PNL, de rentabilité, etc., que ces sujets d'impact carbone ou au-delà d'impact environnementaux selon les sujets les plus matériels pour son périmètre d'activité. Et enfin, et c'est évidemment la brique clé, la mise en œuvre et le financement. Une fois qu'on a cette vision globale de notre feuille de route, il faut pouvoir passer à l'action. Et pour ça, il faut réussir à allouer des moyens. Et on reviendra sur le sujet des moyens qui est évidemment clé, mais pour nous, chez R3, c'est le nerf de la guerre. Si on n'arrive pas, au moment du plan d'action, à identifier clairement quels sont les moyens dont je vais avoir besoin et quelles sont les différentes sources pour les obtenir, entre des subventions, entre des appels à projets auxquels je pourrais répondre, des accompagnements et puis surtout des modèles de financement qui peuvent me permettre d'accélérer dans mes investissements, on risque d'avoir uniquement une liste de courses mais qui ne deviennent jamais réalité. Donc voilà nos 6 piliers, la situation actuelle, la partie enjeux, risques et opportunités et la vision stratégique pour avoir une vision de ce chemin. Et ensuite, un plan d'action opérationnel qui vienne vraiment répondre à cette vision stratégique, qui vienne relier finalement la vision terrain avec la vision entreprise stratégique, la gouvernance et la mise en œuvre et le financement. Une fois qu'on a dit tout ça, il faut évidemment passer sur le concret, et c'est pour ça qu'on va vous proposer de rentrer dans des cas d'études, parce que la vision qu'on a avec R3 pour vous accompagner dans la mise en œuvre de ces piliers, c'est d'abord de mettre à disposition notre expertise qui va vous permettre d'agir sur chacun de ces piliers, soit individuellement, soit collectivement. Il y a des entreprises qui vont se reconnaître comme étant déjà assez matures sur tel ou tel pilier, mais peut-être un petit peu moins sur d'autres. L'idée, c'est de réussir à vous proposer un accompagnement qui vous permette d'accélérer et d'aller plus loin sur les piliers sur lesquels vous êtes peut-être les moins solides. Donc notre expertise qui nous permet non seulement de vous accompagner sur toutes ces étapes, mais également de faire le lien, et là encore c'est un mot que je répète et sur lequel j'insiste, mais c'est très important de pouvoir faire le lien entre vos enjeux climat et carbone et vos autres enjeux ESG et vos enjeux de business au quotidien. Notre autre force, c'est notre adaptabilité, donc notre capacité justement à nous adapter à votre maturité, à votre taille d'entreprise, à votre géographie également et à vos défis sectoriels spécifiques, de par
les retours d'expérience qu'on peut avoir et de par aussi les méthodologies que l'on déploie et qui peuvent être adaptées à une vision plutôt petite entreprise, plutôt grande entreprise ou plutôt holding de plusieurs entreprises. Et enfin, ce qu'on veut vraiment mettre en avant, c'est notre pragmatisme. Et c'est pour ça que je vais arrêter assez vite avec ces éléments conceptuels pour entrer dans du concret et dans des cas d'études. Ce qu'on veut vous apporter, c'est tous les retours d'expérience qu'on peut avoir de nos accompagnements précédents et vous donner des exemples clairs de comment est-ce que ça se traduit. Et c'est pour ça que sur la suite de ce webinaire, on va vous parler de 2 cas d'études qu'on a anonymisés en des termes Carbopom et Carbomeuble. Carbopom étant un acteur de l'industrie agroalimentaire plutôt PME, Carbomeuble un acteur du commerce de meubles et d'équipements plutôt grande entreprise, ce qui va vous permettre de visualiser comment est-ce qu'on a pu approcher ces entreprises avec leurs spécificités et puis surtout avec leurs besoins spécifiques, puisqu'elles n'étaient pas du tout face aux mêmes enjeux. Et pour démarrer, je passe la main à Gauthier pour parler de Carbopom, qui est inspiré d'un client qui l'accompagne au quotidien. Merci, Com. On va passer à ce cas d'entreprise. Donc, Carbopom, PME de 250 salariés, 70 millions de chiffre d'affaires, basé dans le sud de la France. Donc, avant tout, on a identifié son besoin, donc qui était de mesurer l'impact carbone de son activité, d'embarquer ses équipes autour d'une stratégie de décarbonation résiliente. Et quand on parle de ces équipes, c'est la direction, mais également les salariés, d'étudier sa vulnérabilité face au dérèglement climatique et enfin de pouvoir valoriser ses initiatives en interne comme en externe. Donc, on va reprendre le schéma qu'a présenté Com. Donc, les enjeux spécifiques pour Carbopom, c'était bien de s'adapter au contexte d'une PME qui se lance au sud de la décarbonation avec des ressources restreintes. Donc, c'est le cas de beaucoup de PME qui partent de zéro. Elles font déjà des choses, mais elles ne savent pas d'où elles partent et elles n'ont pas encore cette structuration pour pouvoir gérer le carbone de manière efficiente. De maîtriser les spécificités de l'entreprise, donc comment on accompagne une entreprise de ce secteur, qui est un secteur qui est fortement vulnérable, de cette taille, avec des attentes fortes de ses parties prenantes, où Carbopom vend des compotes et des confitures dans le B2B auprès d'acteurs qui s'engagent fortement sur le climat. Comment on embarque la direction sur le sujet qui était à un point zéro à ce niveau-là, et comment on arrive à définir une stratégie et surtout d'avoir un plan d'action opérationnel et finançable sur du court terme. Donc nous, tout au long de cet accompagnement, on a essayé de mettre le plus de force possible, et c'est en lien avec ce qu'avait dit Com, c'est d'avoir une forte présence humaine pour embarquer la direction, mais également l'ensemble des salariés sur les sujets. Donc la direction embarquée dès le début de l'accompagnement, donc dès la situation actuelle jusqu'à la mise en place du plan d'action. Nous avons fait en sorte de mettre en place aussi des experts, et on a beaucoup chez R3 qui sont spécifiques au secteur de l'industrie, de l'agro-industrie, de l'agriculture, mais également de l'énergie. D'avoir à la fin un plan d'action qui soit finançable et opérationnel pour que la mise en œuvre de celui-ci soit assurée. Et enfin, de proposer de la digitalisation de l'accompagnement pour faciliter d'une part la mise à jour de son bilan carbone qui se fait de manière annuelle, mais également le pilotage plus efficace de son plan d'action. Donc, la première étape, c'était de faire un bilan carbone. Donc, on a proposé le dispositif Jack Décarbone Action, qui est un dispositif qui est cofinancé à la fois par l'ADEME et la BPI, qui permet une dizaine de jours d'accompagnement conseil avec un coût de revient de 6 000 € pour les entreprises de moins de 500 salariés, qui a pour but donc de permettre à une entreprise de faire son premier bilan carbone et bilan de gaz à effet de serre, d'identifier des premiers leviers d'action et d'avoir une première vision sur qu'est-ce qu'on peut faire à court terme pour commencer à réduire ses émissions, de calculer sa vulnérabilité économique et également de mettre en valeur et de valoriser ses premières actions. Donc ça, si vous n'avez pas encore fait votre bilan carbone et que vous souhaitez le mettre en place, c'est possible si vous êtes si vous êtes une entreprise de moins de 500 salariés. Si vous êtes aussi moins de 500 avec plusieurs entités juridiques, ou voire même un peu plus de 500, mais avec différentes entités juridiques de moins de 500 salariés, vous pouvez tout de même candidater à ce dispositif du moment que vous avez des entités juridiques indépendantes, dont des sirènes différents qui vous permettent de répondre aux conditions qui sont fixées par la BPI. Et ça, c'est un dispositif qui est encore valable jusqu'en 2029, donc qui a été reconduit par la BPI et l'ADEME et qui permet de se lancer de manière efficace et à moindre coût sur la partie bilan carbone. Donc le bilan carbone Carbopom, il nous a donné beaucoup d'enseignements. On a récupéré leurs données, on a pu les traduire en émissions de gaz à effet de serre, faire monter
leur chef de projet sur le bilan carbone et sur notre outil, de telle sorte que cette entreprise, maintenant, elle est autonome dans la mise à jour de son bilan carbone. Elle a plus besoin de payer des coûts de cabinet externe pour mettre son bilan carbone à jour, et donc d'avoir son indicateur qui va évoluer tous les ans. Et ça, c'est très important si on veut que cet indicateur fasse partie des indicateurs suivis par la direction et qu'il soit un indicateur stratégique. Il doit être mis à jour tous les ans. Donc, on a vu que finalement, ces émissions de gaz à effet de serre et donc sa dépense aux énergies fossiles étaient liées principalement à ces achats de matières premières, donc de matières agricoles, ces emballages, la fin de vie de ces emballages, mais également de l'énergie, avec 12% pour l'énergie propre au niveau de son site industriel et 10% liés à ses flux directs. Et déjà, ça, c'est intéressant parce qu'une entreprise, notamment une direction, par moment, elle a des avis. Je donnais l'exemple de Carbopome. À l'initiative, le dirigeant m'avait dit moi, je pense qu'on a un vrai sujet sur nos déchets et il faut qu'on se concentre là-dessus. Et finalement, quand on fait un bilan carbone, on se rend compte que les déchets de Carbopome, c'est 3%. Alors nous, on le savait à peu près, on a l'habitude, mais donc déjà, beaucoup d'entreprises, beaucoup de dirigeants se rendent compte au bilan carbone d'émissions en fait qu'ils n'avaient pas en tête. Et donc, on est capable maintenant de se dire non, c'est pas avec des déchets qu'on va réussir à réduire sa dépendance et ses émissions. On va plutôt se concentrer maintenant sur la matière première, les emballages et les flux liés à l'énergie directe et indirecte. Donc, on calcule des émissions de gaz à effet de serre. On en déduit aussi des indicateurs, comme des indicateurs à quel euro de chiffre d'affaires par salarié, ça peut être par produit. Et ces indicateurs-là, ils sont souvent aussi demandés par les parties prenantes. Je sais que par exemple, le Crédit Agricole, quand le Crédit Agricole suit des PME, il demande ce genre d'indicateur. Donc ça a permis de le faire. Mais ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi pourquoi? Parce que premièrement, le bilan carbone, c'est un outil de mesure qui doit permettre de savoir où est-ce qu'on émet le plus de gaz à effet de serre, mais c'est pas un outil de performance. C'est pas en faisant ça qu'on est capable de dire à Carbopome, finalement, sur le climat, vous êtes bon, vous n'êtes pas bon. C'est pas son objectif. On a travaillé sur des premiers axes d'action à un horizon très court terme pour pouvoir réduire ces émissions. Mais ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que c'est les matières premières et les emballages, donc c'est directement des émissions qui sont liées aux produits, qui sont liées au modèle d'affaires. On ne peut pas réussir à avoir une forte baisse des émissions et de sa vulnérabilité en 4 ans si on n'intègre pas le carbone dans sa stratégie, car on attaque directement le produit et le modèle d'affaires. Donc ça, c'est déjà une première difficulté pour Carbopome, c'est qu'un bilan carbone est quelque chose de très court terme, ça ne va pas lui permettre de réduire ses émissions. Et enfin, une direction qui a pu être sensibilisée, mais qui avait besoin encore, on l'a constaté, de se faire former sur ces sujets. Peut-être Gauthier, d'ailleurs, une capacité différente à pouvoir agir sur les scopes 1, 2 et 3 au niveau de l'entreprise. Tout à fait. L'énergie et dans certains cas, le fret, c'est surtout les scopes 1 et 2. Donc, c'est là où on calcule des retours sur investissement direct et on a du scope 1 et 2 qui est forcément plus facilement facile à réduire. Le scope 3, effectivement, là, plus de complexité et donc plus de besoin d'embarquer la direction sur ces sujets, de se projeter sur du long terme. Donc, pour ça, ce qu'on leur a proposé, c'est de travailler sur une trajectoire de décarbonation à travers le dispositif Acte Pas à Pas. Donc, Acte Pas à Pas, c'est un dispositif qui a été créé par l'ADEME et par le CDP, le Carbon Disclosure Project, qui est fortement soutenu par la France et par le gouvernement, qui est une méthodologie qui a pour but d'engager les entreprises sur une stratégie de décarbonation à l'horizon 2050. Ça, vous allez voir, c'est un peu une nouveauté, c'est que c'est la suite idéale pour un bilan carbone. Donc, on permet d'aller plus loin grâce à la stratégie bas carbone, mais également qui va plus loin sur la mise en œuvre et le suivi du plan d'action. Donc, on reprend les grands schémas globaux qu'on a vus, que Com a montré. Donc, on a fait la situation initiale. Pour faire une stratégie de décarbonation, on a travaillé plus en détail sur les risques opportunités du dérèglement climatique avec la direction de Carbopome. Donc, on les a formés sur le sujet. Donc, comment Carbopome est à risque par rapport à la réglementation, par rapport au marché aux réputations. Donc, par exemple, on est allé interviewer ses parties prenantes externes, ses clients, ses fournisseurs. Quel est le risque du site face au dérèglement climatique? Est-ce que le site peut arrêter de fonctionner en cas de forte chaleur, en cas de grêle, par exemple? Quel est son risque face aux emballages, aux aliments, etc. Et on a pu en définir des risques et des opportunités qu'on a classifiés entre ce qui était prioritaire, ce qui était important car soit probable, soit critique, ou ce qui était à considérer, et tout un ensemble de risques et opportunités qu'on a écartés car finalement pas en enjeu pour Carbopome.
Donc ça, c'est intéressant car finalement, on a pu se rendre compte de choses que Carbopom faisait déjà, mais des choses que Carbopom n'avait pas forcément anticipées et où la direction était fortement, voilà, pas inquiétée, mais se dit bon bah finalement il est temps qu'on se commence à se poser des questions dessus. Donc par exemple là dans ce cas, donc comment on anticipe la raréfaction potentielle de matières premières agricoles et la hausse des prix des matières. La hausse du coût de l'énergie qui était déjà un petit peu anticipée, mais pas tant que ça au final, la baisse ou l'arrêt de productivité du site ou la législation. Donc tout ça, nous on est arrivé avec des éléments d'interview de parties prenantes externes, plus beaucoup d'expertise, conseils qu'on a sur ce sujet, et on a pu former, sensibiliser la direction sur ces sujets, les faire voter sous une forme de matrice, ces risques et ces opportunités. Une fois qu'on a fait ça, on a remis la direction autour de la table. La direction est maintenant au courant de ces risques et opportunités. On les a fait travailler via un atelier de projection sur comment se situe Carbopom en 2050. Donc, sous forme d'atelier où on les projette. Et ça nous a permis de définir une stratégie à l'horizon 2050 où Carbopom s'engage sur ses emballages, sur sa sobriété énergétique et sur l'engagement auprès de ses fournisseurs. Et on est allé sur des choses très concrètes. Donc, sur du long terme, d'être capable, on a vu que les emballages, c'était son deuxième poste d'émission, et ben, Carbopom s'engage à avoir 100% de ces emballages qui soient consignés, réutilisés d'ici 2050, d'être autonome en énergie à l'horizon 2050, ou encore d'avoir 100% de ces fournisseurs qui intègrent des critères de décarbonation au niveau de la production agricole. Et donc, la production agricole, par exemple, ce qui émet beaucoup, c'est c'est l'utilisation des engrais et notamment des engrais azotés qui sont fortement émetteurs en gaz à effet de serre. Mais les engrais, ce qu'il faut savoir, c'est que les engrais, pour les produire, on les produit à partir de gaz naturel. Donc, plus on a le gaz naturel qui va augmenter et en plus qui est fait dans des pays hors Union européenne, donc qui sont fortement taxés et où le gaz naturel se raréfie, et ben plus le coût de la production agricole va augmenter. Donc là, Carbopom s'engage sur du long terme à accompagner ses fournisseurs à réduire sa dépendance à ces engrais azotés, par exemple, pour aussi réduire le coût d'approvisionnement de ces matières premières agricoles. Et donc, on a cet horizon 2050 sur lequel aussi on travaille sur de l'adaptation au changement climatique. Et en fait, on a avec eux fixé des objectifs. Ben voilà, qu'est-ce qu'on va faire d'ici 2040 pour assurer cette vision 2050, qu'est-ce qu'on fait d'ici 2030 et quel est le point de départ en 2025. Donc, on a nos grands objectifs à ces horizons temporels qui ont été fixés. Et là, l'objectif maintenant avec Carbopom, c'est de se dire, bon, maintenant qu'on sait où on veut aller, on a notre trajectoire de décarbonation. Donc, on a pu lui calculer sa trajectoire et la comparer avec des trajectoires à 1,5 et à 2 degrés pour être capable de dire à Carbopom, bah, voilà, grâce à ces engagements-là, vous êtes sur une trajectoire qui est compatible avec une trajectoire en dessous de 2 degrés. Et ça, c'est hyper important pour Carbopom, car c'est des choses qui vont être demandées par ces institutions financières ou par ses clients. Et sur du 2025-2030, bah maintenant, comment on peut être à 100% d'emballage recyclé? Comment on fait en sorte que 15% du gaz consommé soit du gaz issu de biogaz? Comment on rédige une charte d'achat responsable? Et là, on est allé sur du très concret opérationnel, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait en 2026, qu'est-ce qu'on fait en 2027, en 2028, qui s'en occupe, quel est l'indicateur que je suis, est-ce qu'il faut dégager un budget, si oui, combien, est-ce que c'est du CAPEX, de l'OPEX, est-ce qu'il y a des sources de financement et que le Crédit Agricole peut financer? Est-ce que l'ADEME a des subventions? Voilà, on va à ce niveau de détail-là pour être sûr que d'ici 2030, Carbopom se mette en ordre de marche pour atteindre ses premiers objectifs. Donc, acte pas à pas, vous le noterez, c'est une méthodologie donc, qui est fortement poussée par l'État. Donc, l'ADEME subventionne jusqu'à 80% les coûts d'études. Donc, c'est des coûts qui sont jusqu'à 30 à 35 jours d'accompagnement conseil, voire même plus pour les plus grandes organisations, avec jusqu'à 80% de prise en charge par l'ADEME sur ces sujets, jusque 2026, qui sont financés par les certificats d'économie d'énergie. Donc voilà, il faut en profiter. Il y aura potentiellement un renouvellement, mais on ne sait pas encore à quel point. Donc ça va jusqu'à 24 000 euros par entité juridique de prise en charge des coûts d'accompagnement sur Acte Pas à Pas. Donc Acte Pas à Pas, c'est un peu le bilan carbone d'il y a 5 ans. C'est nouveau. Enfin, la méthodologie a quelques années, mais c'est en train d'exploser et c'est vraiment une méthodologie qui est très robuste et à bas prix et efficace et de qualité pour pouvoir s'engager sur de la stratégie. Les conditions, c'est d'avoir fait un premier bilan carbone, de former un chef de projet ou une chef de projet sur ce sujet-là. Et comme l'a dit Com à juste titre,
par rapport à un bilan carbone, forte présence de la direction pour être capable de travailler sur ces risques opportunités et de travailler sur cette stratégie. C'est vraiment un travail qui est fait avec la direction. Alors comment on y accède, Gauthier? Alors, comment on y accède? Donc, vous avez des possibilités de contacter l'ADEME dessus, mais surtout, nous, on voulait vous faire une proposition, si vous êtes intéressé par ça, c'est qu'on va faire une grande promotion Crédit Agricole d'un accompagnement acte pas à pas en collectif. C'est-à-dire qu'on va faire des accompagnements individuels avec ce que je vous ai montré sur de l'individuel, mais en même temps, Crédit Agricole en tant que donneur d'ordre va proposer une promotion qui commencerait en fin d'année avec nous un dossier qu'on va soumettre à l'ADEME à partir de juillet. On va proposer en fait sous l'étiquette du Crédit Agricole d'avoir une promotion d'entreprise du Crédit Agricole qui fasse de l'individuel sur acte pas à pas, mais aussi du collectif avec 5 à 6 jours de formation sur le dérèglement climatique, donc de formation sur les actions de réduction, sur les actions de financement des plans d'action, etc. Et aussi, et c'est la grande force qu'il va y avoir, c'est que l'ADEME va s'engager à promouvoir le plus possible la promotion qu'on est en train de faire avec énormément de communication, de vidéos, de tout un ensemble de communication qui va être fait sur les réseaux, qui va mettre en valeur d'une part le Crédit Agricole pour son engagement sur ce projet qu'on est en train de mener et toutes les entreprises qui vont faire partie de la promotion avec le tampon de l'ADEME derrière. Donc, c'est un gage de qualité qui va nous permettre de faire ce que je viens de vous montrer là et en plus de bénéficier des installations, de tout ce que va mener le Crédit Agricole et de la communication de l'ADEME. On va pouvoir y revenir tout à l'heure, Gauthier. Les participants, les dirigeants d'entreprise qui sont avec nous auront la possibilité de solliciter notre accompagnement sur ces sujets. Crédit Agricole R3, dans quelques minutes, on y revient, mais peut-être comme peut dès à présent présenter l'autre cas concret sur lequel Carbomeuble, voilà, vous avez une approche aussi complémentaire de celle qu'on vient de voir. Avec plaisir. Donc ce cas Carbomeuble, on est sur une entreprise qui est d'une taille plus importante, 2000 salariés, 400 millions d'euros de chiffre d'affaires, présente surtout en France, mais également dans les pays frontaliers. Et finalement, l'approche qu'on va déployer, elle va être assez proche du cas acte présenté, puisque elle vise là encore à répondre aux 6 piliers que je présentais précédemment de la stratégie climat. En revanche, ce qui va différer, c'est un niveau de maturité qui était déjà assez avancé sur plusieurs aspects de la feuille de route, mais pas complet sur l'ensemble des piliers. Et ensuite, également une pression que le client avait de la part de ces institutions financières, justement, de s'engager dans une trajectoire qui soit validée SBTI. SBTI étant un standard international de reconnaissance que la trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'une entreprise est alignée avec l'accord de Paris. Et donc ça mettait une situation particulière sur ce client qui finalement avait les mêmes enjeux de réduire ses émissions de gaz à effet de serre et de construire une stratégie climat globale, ce qui nous a poussé à construire un accompagnement vraiment sur mesure pour vraiment accélérer sur les piliers qui faisaient le plus défaut à l'entreprise. Je ne vais pas prendre trop de temps pour m'attarder sur SBTI, malheureusement, vous aurez les planches à disposition. Mais donc c'est un standard parmi d'autres, mais le standard le plus reconnu qui valide le niveau d'ambition d'une trajectoire de réduction des émissions et qui permet aux entreprises de revendiquer que leur trajectoire est compatible avec une évolution du réchauffement climatique à moins de 1,5 degré. L'approche sur mesure qu'on a déployée, par certains aspects, elle se rapproche d'un fonctionnement acte pas à pas qui présente de très nombreux avantages, mais qui est finalement une méthodologie globale fixe. Et donc, ce qui peut être intéressant, c'est de prendre des libertés par rapport à cette méthodologie pour accentuer les points qui sont clés. Le point sur lequel je veux le plus accentuer ici, c'est l'enjeu pour une entreprise à qui ces parties prenantes demandent de s'engager sur du SBTI. Les parties prenantes pouvant être des clients B2B ou des fournisseurs, ou plus largement des collectifs de consommateurs. Pour cette entreprise, SBTI, c'est quelque chose qui est ambitieux. On parle de réduction des émissions de gaz à effet de serre de plus de 4% par an sur les scopes 1 et 2, de 2,5% par an sur le scope 3. Donc, des cibles qui sont fixées et qu'il faut pouvoir atteindre. Et donc, pour nous, l'enjeu, c'est de réussir à accompagner l'entreprise à prendre ses engagements, mais en sachant concrètement comment est-ce qu'elle va y répondre, qu'est-ce que ça implique en termes de coûts, en termes d'investissement, en termes de contraintes, et également ce que ça implique en termes d'opportunités. Donc, les principales étapes que l'on a mises en œuvre, c'est évidemment commencer par la direction. C'est ce que fait la méthodologie acte pas à pas. C'est également ce qu'on veut faire systématiquement, parce que comme la direction elle-même doit s'engager sur SBTI en signant la lettre d'intention, il faut savoir à quoi est-ce qu'elle s'engage et de quoi est-ce qu'il en découle ensuite. Et ensuite, le travail, il va être d'aligner un niveau d'ambition fort porté au niveau de l'entreprise par
les éléments qui sont à disposition des métiers pour mettre en œuvre cette décarbonation et avoir un niveau d'ambition qui soit cohérent avec la SBTI, mais qui reste réaliste dans le day-to-day des collaborateurs. Je ne vais pas m'attarder dessus, mais un point également qu'on a fait dans cet accompagnement, c'est ouvrir au-delà du carbone au sujet de la biodiversité. Je vois qu'il y avait une question sur le lien avec les autres frontières planétaires. Donc c'est en effet quelque chose que l'on fait et c'est particulièrement pertinent pour ceux clients qui travaillent beaucoup le bois, par exemple. Comme le temps tourne, je voulais juste m'attarder sur un élément en particulier de cet accompagnement qui est tout à fait compatible avec le déploiement d'un accompagnement de type acte pas à pas, mais qui permet d'aller vraiment loin dans le plan d'action. Lorsqu'une entreprise se fixe des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la question est, une fois que je sais où est-ce que je vais et une fois que je sais quels sont les leviers que je vais devoir utiliser, je vais mettre en place des GTB dans mes points de vente, je vais travailler avec mes prestataires logistiques pour électrifier la flotte, je vais surtout travailler sur mon mix produit pour avoir des produits moins carbonés, c'est particulièrement important dans le secteur du retail. Concrètement, comment est-ce que ces actions me permettent ou non d'atteindre les objectifs que je me fixe et avec quel niveau d'investissement. Et donc ça, c'est tout le travail que l'on a fait avec cette entreprise en construisant des scénarios. C'est-à-dire que pour chacune des 33 actions qui avaient été identifiées, on a défini différents seuils d'impact. Par exemple, une action sur l'électrification de la flotte de véhicules. Quels seraient les impacts si j'électrifie 20% en 2030, 40%, 60% de ma flotte? De combien est-ce que ça me permet de réduire mes émissions? Est-ce que ça a des impacts autres sur ma chaîne logistique et sur la manière dont je fonctionne? Et quels sont les coûts associés? Et quels sont les gains, finalement, en termes de ROI? Pour toutes les actions, on a déterminé ces niveaux d'ambition et ensuite, on a créé des scénarios qui combinent ces actions dans le temps et en additionnel pour voir parmi ces scénarios lesquels permettaient d'atteindre la réduction des émissions de gaz à effet de serre que s'était fixée l'entreprise et à quel coût et quels étaient les moyens pour répondre à ces coûts. Donc l'idée, c'est de pouvoir être vraiment dans du concret et de travailler avec la direction et avec les opérationnels pour affiner ces scénarios jusqu'à ce que l'entreprise soit sereine sur sa capacité à atteindre les objectifs ambitieux du SBTI. Je vais passer sur ce plan d'action parce que l'heure tourne et qu'on voudrait quand même répondre à quelques questions. Simplement mentionner qu'un enjeu très fort dans la grande distribution, mais aussi pour toute entreprise qui achète beaucoup, c'est le sujet de la gamme achat. Comment est-ce que je décarbone ça et donc comment est-ce que j'arrive à avoir une intensité carbone moyenne de mes produits qui y baisse. Mais n'hésitez pas à revenir vers nous et vers le Crédit Agricole si vous voulez plus de détails là-dessus. Je voulais simplement accentuer en conclusion sur le message qu'on veut porter ici. Une trajectoire de décarbonation, c'est un investissement, on ne le nie pas, et au contraire, on encourage à ce que ce soit un investissement humain et financier qui soit global sur des niveaux stratégiques et sur des niveaux opérationnels. En revanche, le message qu'on veut porter, c'est que c'est quelque chose qui est rentable parce que ça vise à la fois la durabilité de votre entreprise et sa pérennité. Et donc en identifiant de manière opérationnelle les leviers d'action que vous voulez mettre en œuvre, les moyens de les financer et comment est-ce que ça vous permet de réduire vos risques de transition, votre exposition aux énergies fossiles et de séduire aussi vos parties prenantes, vous pouvez avoir une attractivité renforcée vis-à-vis de votre marché, des appels d'offres qui vous mettront en valeur puisque de plus en plus d'entreprises conditionnent ou en tout cas attribuent une partie de la note de l'appel d'offres à ce type de conditions. Et finalement, pouvoir vous engager sur du temps long avec une vision de pérennité pour votre entreprise, un modèle d'affaires qui soit pleinement résilient. La manière dont R3 vous accompagne là-dessus, vous l'aurez compris, c'est évidemment des solutions sur mesure et une expertise forte, mais c'est pouvoir compléter tous ces éléments de conseil qui sont évidemment indispensables par des solutions de financement et d'ingénierie financière qui vont vous permettre de venir réduire l'investissement en CAPEX nécessaire au démarrage et de facilement rentabiliser ces investissements au bout de quelques années. Merci Com pour cette présentation. On va arriver à la phase de questions-réponses. Mais peut-être avant de démarrer, pour tous les participants, représentants d'entreprise et collègues du groupe, vous allez voir deux questions qui vont parvenir à l'écran. Une première question pour vous permettre d'apprécier les présentations qui ont été faites aujourd'hui, avec une note de 1 à 5. Et puis une deuxième question qui va arriver ensuite et qui va faire le relais avec les présentations qui ont été faites auparavant. C'est de vous permettre, dirigeants d'entreprise, de solliciter un entretien personnalisé, une étude approfondie, par exemple sur le dispositif Acte Pas à Pas,
et donc de rencontrer les équipes du Crédit École et de R3 pour vous accompagner. Donc faites appel à nos équipes, nous ferons le maximum pour vous répondre rapidement. Donc voilà, pour aborder maintenant la session de questions-réponses, on en a plusieurs qui nous sont parvenus. On peut peut-être, comme démarrer par des questions, une première qui est un peu technique. Quand on parle d'objectifs SBTI à 2030, par exemple, et des scopes 1, 2 et 3, peut-on prendre indifféremment la base du bilan carbone en GHG protocole ou location-based ou market-based? Alors oui, c'est en effet une question assez précise. Sur le SBTI, ce qui vous est demandé, c'est de prendre des objectifs sur l'un ou l'autre, donc soit sur le location-based, soit sur le market-based, mais dans tous les cas de reporter les deux et de piloter les deux dans le temps. Très bien. Une deuxième sur quel outil ou plateforme utilisez-vous de la même manière qu'on fait un SBTI? Alors que ce soit pour le SBTI, mais également pour des entreprises qui ne suivent pas une trajectoire SBTI, par exemple le cas Carbopom que mentionnait Gauthier utilise également cet outil. On a un outil R3 Pilote Carbone qui permet aux entreprises de facilement mettre à jour leur bilan carbone et le suivre dans le temps, et surtout ensuite de suivre leur plan d'action et comment ce plan d'action leur permet de répondre à leurs objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. On a plusieurs questions qui nous sont parvenues. On va s'efforcer d'y répondre sur les leviers de financement finalement des projets de décarbonation. Alors vous y avez répondu quelque part sur les sujets de subventionnement via l'ADEME notamment. On doit aussi porter à votre connaissance pour les participants qui ne connaîtraient pas notre partenariat avec l'entité ABF, qui est en capacité d'aller chercher des subventions pour accompagner ce type de projet. Donc faites appel à nous également pour regarder toutes les solutions de subventions qui sont possibles en fonction de vos secteurs d'activité. ABF donc est en capacité d'aller chercher des enveloppes pour ce faire, d'une part. Donc l'aspect subvention, et ensuite la partie plutôt de financement, avec une question qui était intéressante, et je la cite, c'est quel levier pour financer quand on n'a pas de budget du tout à affecter à ces sujets de décarbonation. Alors il est vrai que les entreprises doivent se focaliser sur leur cœur d'activité. Vous en avez présenté deux aujourd'hui, voilà, qui ont aussi à développer leur activité première. Et les sujets de décarbonation peuvent être difficiles à intégrer dans un business plan ou un plan de financement. Donc pour tous les dirigeants qui sont avec nous aujourd'hui, le Crédit École apporte et peut apporter différents moyens de financement des projets, et même dans des versions déconsolidées, donc qui vous permettent d'éviter de charger le bilan de l'entreprise par des structures dédiées, voilà, sur lesquelles on finance à part des actifs de l'entreprise, les actifs liés à la décarbonation. On est en mesure de vous accompagner sur ce type de projet qui se développe largement, voilà, pour pouvoir affecter des ressources au sujet de transition. Donc n'hésitez pas à faire appel là-dessus. Je vois une question sur l'accompagnement sur les crédits carbone. Donc vous avez oui, là, tout à fait la possibilité. Je voudrais juste, avant de compléter sur les crédits carbone, revenir sur les sujets du financement. Là encore, le nerf de la guerre, évidemment. Dans les accompagnements qu'on peut mettre à disposition, on peut intégrer donc des experts en ingénierie financière qui, en partenariat avec des banques comme le Crédit Agricole, permettent d'obtenir des taux préférentiels liés justement à des projets qui vont être identifiés comme des projets verts. On a parlé des banques qui veulent se réorienter vers le financement de la transition environnementale, et c'est évidemment le cas du Crédit Agricole. D'où l'importance de porter ces sujets-là. Et donc, il y a différentes solutions de ce point de vue-là. Le sujet du leasing, que mentionnait Pascal, est très important. C'est-à-dire qu'on peut, dans certains cas, se porter acquéreur d'un parc d'équipements et prendre en charge leur maintenance, leur évolution, leur remplacement par des équipements plus performants en échange d'un loyer, ce qui vous permet de décapexer, par exemple, complètement vos investissements lorsque vous avez des investissements assez lourds liés à des équipements. C'est possible aussi de créer des contrats de performance sur du temps long où on va s'engager à vos côtés à horizon 5 ans, à horizon 10 ans, à prendre en main
tous vos sujets d'AMO, de performance énergétique par exemple, pour nous rémunérer uniquement sur les économies d'énergie que vous allez réaliser. Puisqu'on sait qu'on est en capacité de vous faire réduire vos consommations et donc vos impacts environnementaux, mais aussi vos factures, on va pouvoir se rémunérer sur objectif à 5-10 ans sur la performance qu'on arrive à vous faire gagner et la réduction de vos factures. Et j'enchaîne sur les crédits carbone du coup. Où pour le coup c'est un sujet sur lequel on travaille avec des partenaires dont certains font partie de la Galaxie Crédit Agricole d'ailleurs. Nous, notre message, c'est évidemment que l'essentiel, ça doit être de réduire d'abord les émissions et de construire une stratégie claire de réduction des émissions avant de s'attaquer à ce sujet de la contribution à la neutralité carbone, mais qui peut être intéressante dans le financement de projets vertueux. Donc c'est tout à fait complémentaire. On va peut-être donner un exemple plutôt dans le secteur public pour montrer qu'on est aussi en capacité d'accompagner tout type d'entreprise. Donc une association qui présente un nombre de salariés élevé, plus de 500, donc à but non lucratif, financé par le département, les agences régionales de santé, donc avec des moyens, nous signale-t-on, limités et contraints en tout cas. Et donc comment peut-on financer une politique RSE et les actions qui vont avec? On vient de l'évoquer quelque part, différentes solutions existent. Oui. Mais si vous pouvez préciser, comme sur ce secteur public notamment, ou associatif. Oui, sur le secteur associatif, il va souvent y avoir également des appels à projets à l'échelle régionale ou à l'échelle locale qui peuvent être vraiment intéressants sur ces sujets, puisqu'en effet, c'est toujours un problème de trouver des financements. Plusieurs éléments de financement conventionnés sont également applicables. Gauthier, je te laisse préciser, parce que j'ai plus en tête, si des accompagnements type Acte Pas à Pas, par exemple, peuvent s'appliquer à du secteur associatif. Les deux, le Jack Décarbonation et Acte Pas à Pas sont éligibles pour les associations. Donc sur la partie vraiment construire votre trajectoire et mettre en œuvre votre politique, vous pouvez bénéficier de toutes ces subventions qu'on mentionnait Gauthier. Il nous reste quelques minutes pour traiter les questions. Une entreprise qui nous demande comment réduire l'impact de ses achats quand on a énormément de fournisseurs différents. C'est une question très intéressante. Oui, c'est une question très intéressante et qu'on nous pose beaucoup en ce moment. C'est-à-dire que beaucoup d'entreprises ont pris conscience avec la hausse du prix de l'énergie il y a quelques années qu'il fallait beaucoup agir sur les scopes 1 et 2. Et maintenant, le sujet, c'est le scope 3. On est au pied de la montagne, l'essentiel des émissions de gaz à effet de serre, énormément de fournisseurs différents. Ça va être du cas par cas, puisqu'évidemment, le sujet des relations fournisseurs est très différent selon le secteur, selon la taille d'entreprise. En revanche, nous, on peut vous accompagner sur des sujets dédiés de stratégie achat responsable ou stratégie achat bas carbone, qui va viser, d'une part, à rationaliser les achats pour optimiser et vraiment chercher à acheter ce dont vous avez le plus besoin en termes de sobriété, j'ai envie de dire, dans l'achat, qui est évidemment le premier levier, même si ce n'est pas le plus simple. Ensuite, il y a le sujet de l'embarquement des fournisseurs. Et un point très important, c'est que le programme Acte Pas à Pas en collectif que mentionne Gauthier et auquel vous êtes tous invités au sein du programme collectif lancé par le Crédit Agricole, c'est quelque chose qui peut être dupliqué aussi à votre échelle et à l'échelle de vos fournisseurs. C'est-à-dire qu'on travaille avec d'autres donneurs d'ordre que le Crédit Agricole qui viennent nous voir pour nous dire « Je veux créer une promotion d'entreprise que j'embarquerai dans le programme Acte Pas à Pas financé par l'ADEME. Et donc, j'ai identifié certains de mes fournisseurs qui pourraient être volontaires pour s'engager. L'entreprise n'a rien à débourser. C'est l'ADEME qui vient subventionner la trajectoire de réduction des émissions de vos fournisseurs et vous en bénéficiez directement dans la baisse de votre scope 3. Avant de terminer, une question que je ne voudrais pas occulter. Nathalie disant Crédit Agricole fait partie des banques qui orientent encore les actions vers les énergies fossiles. Où en est-on de la réorientation des financements faits par le Crédit Agricole? Alors je vais répondre à cette question avec plusieurs éléments. Nathalie ayant cité une source, peut-être j'en donnerai une autre, ce serait celle du site du groupe Crédit Agricole qui met en avant l'ensemble des engagements qui sont pris par la banque, et la banque Crédit Agricole comme les confrères autres banques françaises sont très engagés dans les sujets de décarbonation, avec cette trajectoire net zéro qui est évidemment un guide pour tout ce que nous faisons entre 2020 et 2030 notamment. Pour information, des engagements forts sectoriels sont pris par le Crédit Agricole pour accompagner les clients
dans cette trajectoire de décarbonation, et je donnerai 2-3 exemples. Sur l'immobilier commercial, c'est une trajectoire de réduction des gaz à effet de serre de 40% qui est prise. Sur l'aviation, un engagement de 25%. On citait les énergies fossiles, c'est un engagement de 75% de réduction des émissions, donc des engagements très importants. Et je citerai peut-être également l'agriculture parmi les engagements très forts du groupe Crédit Agricole pour réduire non seulement réduire les émissions, mais aussi faire en sorte que les agriculteurs participent à cet effort de net zéro, de décarbonation. Et notamment, le groupe Crédit Agricole a mis en place une plateforme au nom de Carbios, qui permet des transactions de crédit carbone volontaire produits par les agriculteurs qui vont vers des pratiques très vertueuses de captation du carbone et qui permet à des entreprises qui sont intéressées de pouvoir acheter ces crédits carbone volontaires et de réduire ainsi les émissions incompressibles après avoir fait des efforts elle-même de décarbonation. Donc le groupe Crédit Agricole est très engagé dans ces sujets. Et voilà, je reciterai simplement le site du groupe sur lequel vous pourrez trouver ces engagements qui sont suivis autour de 10 grands secteurs de l'économie que nous accompagnons. Donc voilà, merci à tous pour votre écoute et l'ensemble de vos questions. Nous arrivons au terme de cette présentation. Je remercierai Com et Gauthier pour leurs interventions et n'hésitez pas à faire appel aux équipes du Crédit Agricole. Peut-être simplement d'indiquer que toutes les caisses régionales du Crédit Agricole en France se sont dotées aussi d'équipes en capacité de vous accompagner dans vos projets autour des transitions. Donc n'hésitez pas à faire appel en région à l'ensemble de nos équipes. Merci à vous et très bonne journée.